Donc, deuxième petite capsule vidéo sur la lithosphère, cette fois-ci sur les ressources énergétiques qu'on peut y retrouver. Donc, dans la lithosphère, on retrouve différentes choses. On n'oublie pas, on a parlé des minerais, mais ces minerais-là, oui, c'est bien intéressant, mais on peut aussi retrouver certaines ressources énergétiques. Puis là, on va parler de celles-ci. Je sais que je suis un petit peu loin dans la mode de faire des tier lists ou des classements, mais je me suis dit que ça me tentait de moi, de mon côté, de placer les différentes ressources énergétiques de la lithosphère dans une tier list, dans un classement pour dire lesquelles sont meilleures selon moi. Là, je tiens à spécifier, c'est vraiment selon moi. Je vais vous expliquer pourquoi je les place là, mais je vais pas. C'est pas parfait, là, c'est pas vraiment comme ça que ça se place, c'est juste en général, en même temps, ça me tentait de faire ça, fait que j'ai décidé de vous le partager. Non. Premièrement, le charbon. C'est pas parce que ça commence par un C que je l'ai mis en C, mais le charbon, c'est une ressource qui va quand même beaucoup polluer. Facile d'utilisation, on en trouve en grande quantité, c'est pas compliqué à utiliser, mais ça pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai décidé de le mettre en C. Si on le compare au gaz naturel, qui est gaz naturel conventionnel, là, je veux faire une distinction du gaz naturel conventionnel et non conventionnel. Si on parle du gaz naturel conventionnel, là, ça se collecte très bien. Ça se trouve dans une poche. On met un tuyau, on sort le gaz, il n'y a pas vraiment de problème. Lorsqu'on parle des gaz de schiste, là, ça va être un petit peu plus complexe. Je vais vous en reparler tantôt. Ensuite, le bois. Ben là, tout ce qui est bois, c'est pas bon. Là. C'est bien beau dans une maison, là, un petit poêle à bois, mais je ferai pas d'électricité, une centrale d'électricité avec du bois. Au charbon, on peut, mais avec du bois, c'est pas vraiment intéressant. Le pétrole, on va le mettre en A, parce que le pétrole, c'est tellement plus que juste une ressource fossile. Je vais vous parler un petit peu plus pourquoi en A tantôt. Et en F, j'ai mis en petit en bas, la tourbe. La tourbe, elle peut être considérée comme un combustible fossile parce que c'est comme le bois, c'est un combustible, ça brûle. Donc, le gazon, c'est pas, c'est pas vraiment une bonne ressource énergétique si on veut faire de l'électricité. Je vous l'inscris, mais c'est pas la meilleure des ressources. Selon moi, encore une fois, je vais vous dire selon moi. Donc, pour les combustibles fossiles, qui est une des grandes catégories des ressources énergétiques, moi, c'est comme ça que je les placerais. Je les placerais de cette façon-là. Ça, c'est la totalité des combustibles fossiles qu'on va voir dans le cours. Mais là, tous ces combustibles-là, ils viennent d'où? Ils sont créés comment? Puis c'est quoi un combustible fossile? Mais si on peut se dire qu'un combustible fossile, premièrement, c'est une énergie qui va être non, ça va créer une énergie non renouvelable. Parce que c'est créé, ça prend beaucoup de temps à créer. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est des organismes vivants, terrestres, sous-marins, qui, lorsqu'ils sont morts, ont été condensés avec le temps. Il y a de la roche, des sables qui sont tombés sur le dessus, qui les a compressés, 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 jusqu'à temps qu'ils se transforment en combustible fossile. Contient souvent, souvent, souvent beaucoup, beaucoup de carbone. C'est majoritairement du carbone. Par exemple, du gaz naturel, le méthane en est une sorte. C'est du CH4. Le charbon, il y a beaucoup de carbone. Et c'est ça. Donc là, prenons un petit peu de temps pour aller voir plus en profondeur chacun des combustibles. Premièrement, le pétrole. Le pétrole, pourquoi j'ai décidé de le mettre en A, on s'en rappelle, c'est parce qu'il est, oui, très utilisé. Exemple, dans les voitures, on l'utilise beaucoup, mais il y a peu de centrales au pétrole. Les centrales énergétiques au pétrole, il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est une petite quantité, hein. Mais le pétrole, en tant que ressource, si on oublie la partie énergétique, en tant que ressource, elle est super importante parce qu'elle nous permet de faire des routes. Oh, je vais juste mettre le pointeur. Elle nous permet de faire des routes. Le bitume, l'asphalte, c'est fait avec du pétrole. La majorité des plastiques ont une certaine quantité de pétrole à l'intérieur. Donc, pour faire ces polymères-là, ces plastiques-là, on a besoin de pétrole. Le propane, tout simplement. Exemple, moi, ma forge, elle fonctionne au propane, mais quand on fait un barbecue, par exemple, du propane, c'est avec ça qu'on fait fonctionner. Le bitume, pas le bitume, c'est du propane. J'ai oublié c'est quoi l'autre gaz que des fois on utilise, mais ceux-là, c'est des dérivés de pétrole. Donc, c'est super important pour ça. Et pourquoi j'ai mis en c'est parce qu'il est facile d'utilisation.
relativement facile d'accès et on en a quand même une grande quantité. Donc, c'est pour ça qu'il est en A comparé aux autres. Maintenant, le gaz naturel, il est une coche plus bas parce que le gaz naturel conventionnel, donc si on prend juste le gaz naturel normal, qui est facile d'accès et qui n'a pas besoin d'être raffiné, je l'aurais mis au même niveau que le pétrole. Parce que le gaz naturel, on l'a en deux façons. Premièrement, je peux avoir du gaz naturel conventionnel. Donc, si on regarde le conventionnel, lui, c'est dans la terre, il va avoir un trou, comme par exemple, on va prendre en B. Okay? J'ai un espace où j'ai du gaz à très très grande pression. Okay? Donc ici, là, c'est du gaz à très grande pression. Je prends un tube d'acier, je le descends, le gaz va vouloir ressortir, et là, le gaz ressort et je le récupère et je fais mes choses avec. Donc, c'est facilement facile à trouver, pas facilement facile, relativement facile à trouver, relativement facile à, à exploiter, à aller chercher, puis aussi à transporter. C'est pour faire des pipelines, ça, les gens n'aiment pas ça, je ne veux pas embarquer dans ces débats-là, mais c'est pas trop pire. Je veux le dire de cette façon-là, c'est pas trop pire. Tandis que lorsqu'on va dans les gaz naturels non conventionnels, c'est là qu'on va parler des gaz de schiste. Ceux-là, en tant que tels, c'est oui du gaz naturel, mais il est mélangé avec d'autres affaires qu'on ne veut pas. Puis, démélanger ces deux choses-là, c'est ça qui est difficile, qui coûte cher, puis qui pollue. Donc, le gaz naturel qui est riche les schistes riches en gaz naturel, c'est pas une mauvaise option. Détrompez-vous, là, on se fait souvent dire que c'est excessivement mauvais et tout. C'est pas bon, là. Je suis 100% d'accord. Selon moi, il y a vraiment des meilleures options. Sauf que c'est une option qui peut être bonne si elle est bien exploitée. Si on fait attention aux retombées environnementales, c'est possible. On est capable de les utiliser efficacement. Donc, c'est ça pour les gaz naturels. Qu'est-ce qui est important de retenir les gaz naturels? C'est que c'est un gaz. C'est vraiment un gaz. Comme vous avez peut-être, chez vous, peut-être votre maison, elle fonctionne au gaz naturel, vous avez un poêle au gaz naturel. La flamme bleue qu'il fait, là, c'est super, c'est plaisant pour ça, ça chauffe super vite les casseroles. Mais c'est vraiment un gaz qu'on vient extraire des sols. On va passer, on l'a déjà vu. Le charbon, hein, là, le charbon, pourquoi je l'ai mis aussi bas? C'est parce que, oui, c'est une ressource qu'on utilise en très, très, très grand nombre. Aux États-Unis, il y a beaucoup de centrales au charbon, en Chine, en Inde, mais c'est une ressource, selon moi, on peut dire, c'est la première marche à monter. Si on regarde les ressources énergétiques, là, le charbon, c'est une ressource qui se trouve facilement. Elle est plus profonde dans les sols et se retrouve en grand nombre. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'anthracite, la forme de charbon la plus énergétique, il y en a moins. Donc, il faut aller chercher un petit peu plus loin. On en a besoin d'un petit peu plus parce que les différentes formes de charbon, dépendant de leur qualité, on peut le dire de cette façon-là, vont offrir plus d'énergie une que l'autre. L'anthracite, on l'a presque tout utilisé, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est ça. L'affaire, c'est que ça pollue beaucoup, faire brûler du charbon puis la transformer en électricité. Et c'est cette chose-là qui est difficile, c'est qu'elle est facile d'accès. Dès qu'on est des pays en développement, c'est facile d'aller l'utiliser, le charbon, parce qu'il ne coûte pas cher, il donne beaucoup d'énergie, il pollue, mais quand tu es en développement, tu penses, c'est pas la priorité des pays en développement, là, c'est pas de ne pas polluer. Lorsqu'on a passé à travers ce développement-là, lorsque la marche elle a été faite, l'environnement devient quelque chose d'important. Mais ça ne devrait pas être comme, selon moi, ça ne devrait pas être comme ça. L'environnement devrait toujours être la priorité, mais on ne peut pas changer comment est-ce que même nous, le Québec, les États-Unis, des pays développés, on veut utiliser le charbon. Là. On a déjà pris cette marche-là, on est rendu à l'autre d'après. Donc, est-ce qu'on peut vraiment taper sur la tête de ceux qui l'utilisent, qui sont encore à la première marche? Je vous laisse réfléchir à ça.
Maintenant, je veux qu'on parle de l'uranium, qui est une autre ressource énergétique que l'on retrouve. Celle-ci n'est pas une ressource fossile, n'est pas une ressource énergétique fossile. Donc, au début, on a parlé des combustibles fossiles. Donc, combustibles fossiles, je répète, c'est le pétrole, gaz naturel, charbon, tourbe, bois. Ça, c'est des combustibles fossiles, donc qui proviennent de la mort d'anciens organismes. Puis avec le temps, ça s'est fait. Maintenant, l'uranium, c'est quoi? Ben, c'est un atome. Mais cet atome-là, il est très gros. Il y a 235 neutrons et protons dans son noyau. Si on les additionne les deux, il y en a 235, ce qui fait qu'il est instable. Donc, lorsqu'on envoie un neutron sur un uranium, donc je prends juste un petit neutron, donc on va dire que c'est des billes un petit peu, là. J'ai un gros paquet de 235 billes. Si j'envoie une petite bille dessus la grosse bille, la grande, elle va se diviser en deux. Mais lorsqu'elle se divise en deux, celle-ci va aussi émettre d'autres neutrons simples. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Au début, j'ai un uranium. Lorsque j'envoie un neutron dedans, il se divise en deux atomes plus petits. OK? Mais lorsque ça fait ça, ça dégage une grande quantité d'énergie. Donc, il y a beaucoup d'énergie, mais beaucoup d'énergie qui est libérée lorsqu'on fait de la fission nucléaire. C'est ça qu'on appelle, lorsqu'on brise de l'uranium, on appelle ça de la fission nucléaire. Donc, lorsqu'on fait cette fission nucléaire-là, il y a beaucoup d'énergie qui est dégagée. Et ça fait dégager d'autres neutrons. Ces autres neutrons-là, ils vont rebriser d'autres uraniums. Puis ces autres uraniums-là vont se rebriser, qui vont rebriser d'autres uraniums. Donc, on voit que c'est un effet boule de neige. Mais cet effet boule de neige-là, qu'est-ce qu'on fait dans les centrales nucléaires? C'est on le contrôle. Mais, vous en avez sûrement déjà entendu parler, les centrales nucléaires, l'image n'est pas super belle, là, mais les centrales nucléaires, naturellement, ça pollue pas tant que ça. Si je fais juste regarder une centrale nucléaire, c'est pas... en termes de gaz à effet de serre, c'est pas trop pire. Donc, la centrale nucléaire, moi, je vous dis que je la place en S, mais je la place aussi en D. Pourquoi je dis ça? Centrale nucléaire, ça pollue pas tant. L'uranium, ben, on en a en quantité industrielle, mais tu as besoin de très peu d'uranium pour faire beaucoup d'énergie. Ça coûte très cher à installer, je suis d'accord. Une centrale nucléaire, ça coûte très cher à installer, sauf que ça peut durer très longtemps. Donc, avec les bons investissements, ça peut être très intéressant, une centrale nucléaire. Mais on a tous déjà entendu parler d'une centrale nucléaire qui a explosé. Des bombes nucléaires, qu'est-ce que ça peut faire? Et des déchets radioactifs. Et c'est pour ces choses-là que je la place en S et en D. Parce que les négatifs d'une centrale nucléaire peuvent être très dangereux. Ça détruit un paysage pour plus de 30 ans. On ne peut plus utiliser tout cet espace-là à cause de la radioactivité qu'il y a dans l'air. Ça crée des déformations chez les personnes qui habitaient proches, chez les enfants, les bébés qui étaient proches. Il y a des déformations parce que la radioactivité va venir affecter le noyau cellulaire, donc va venir changer l'ADN. Ça, on veut pas ça, là. Mais le nucléaire, pourquoi je le place en S? C'est parce qu'il est très prometteur. Si on trouve une façon de les rendre plus sécuritaires, déjà aujourd'hui, là, sont beaucoup plus sécuritaires. L'uranium, là, les centrales nucléaires sont beaucoup mieux qu'avant, mais on n'est pas à l'abri de tsunamis, on n'est pas à l'abri de géants tremblements de terre. Et l'autre point négatif qu'il faut passer à travers si on veut être capable de bien utiliser l'uranium, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les déchets radioactifs. Parce que si on revient à mon petit dessin qu'on avait ici, ces parties-là, là, que j'encercle en ce moment, là, c'est encore radioactif, sont encore instables, mais on ne sait pas quoi faire avec. On est juste pris avec. C'est radioactif. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans des gros barils.
puis on les enterre dans le sol. Puis on les laisse là. Jusqu'à temps que dans des milliers d'années, ils soient plus radioactifs, puis que ce soit terminé. Donc, on crée un problème pour demain. Puis on se dit, ben aujourd'hui, c'est pas grave. Mais, encore une fois, je l'ai mis en S parce que on peut faire de la recherche là-dedans. On peut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour empêcher ça. Et c'est un domaine dans lequel il se fait de la recherche actuellement et qu'on espère avoir des bonnes choses parce que si on trouve des bonnes solutions, selon moi, l'uranium pourrait réellement être en S. Mais l'uranium doit être très, très, très réglementé dû à ses dangers. Au danger des centrales nucléaires, au danger des bombes nucléaires, au danger de la radioactivité. Donc, cela dit, je veux maintenant qu'on parle de la dernière énergie qu'on peut retrouver dans la lithosphère, qui est l'énergie thermique, ou qu'on peut dire géothermique. Vous avez peut-être déjà entendu ça, là, des thermopompes ou des géopompes, des choses comme ça. Comment ça fonctionne? C'est le sol, il est plus chaud ou plus froid, dépendant le temps de l'année. Si on prend une maison, ok? En été, à Québec, il fait quoi? 25, 30 à l'extérieur. Disons que mon gazon, il doit être à ça, 25-30. Dans les grosses journées chaudes. Mais si je vais juste un petit peu plus bas dans le sol va être stable à peu près 15 degrés Celsius. Entre 5 et 15 degrés Celsius, en été comme en hiver. En été comme en hiver, le sol, lorsqu'on descend, il est toujours plus froid. Il est toujours autour de 5 à 10 degrés Celsius, 5 à 15 degrés Celsius. En été, il va être plus autour de 15. Mais 15 degrés Celsius, c'est une bonne température pour de l'air climatisé. Donc, on peut prendre cette fraîcheur-là et l'utiliser pour refroidir de l'air et l'envoyer dans la maison. Ça fait un petit peu d'air climatisé. En hiver, là, on a la situation. Il fait froid à l'intérieur, mais le sol, lui, il est plus chaud qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur. Au lieu de faire moins 30 dans la maison, par exemple, il fait moins 30 dehors, mon sol, il va être à 5. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre de l'air, aller le réchauffer dans le sol et l'utiliser comme chauffage. C'est sûr que 5 degrés Celsius, c'est pas assez chaud pour vraiment réchauffer, mais dans certaines utilisations, ça peut être pratique. Si on va plus creux, plus on va creux dans le sol, plus le sol va toujours rester à une température plus élevée. Donc, par exemple, du chauffage de de gros buildings, du chauffage urbain, on peut le faire seulement avec de l'énergie thermique ou géothermique. Et on peut même faire de l'électricité en descendant de l'eau dans un tuyau très très profond. L'eau, lorsqu'elle est assez profonde, elle va bouillir et elle va remonter par effet bulle. Et on fait de l'électricité avec ça, avec cette vapeur d'eau-là. Donc, oui, je suis d'accord, il faut qu'on est quand même très profond pour faire ça, mais c'est prometteur quand même. Donc, c'est ça. Ça fait le tour. Et si, je ne l'ai pas placé dans ça ici, mais si je veux le placer, l'énergie des géothermiques, je le mettrais à peu près à la même hauteur que le gaz naturel. Parce que c'est bien pratique, ça ne coûte pas trop cher, surtout au milieu personnel. Pour monsieur, madame, tout le monde, ça coûte cher, là, je vous le dis, mais au long terme, ça vaut la peine. Et ça ne fait pas de mal à personne, je dirais. C'est l'énergie qui est là, est dans le sol. Quand on crée les installations, oui, on pollue pour les créer, mais lorsqu'elles sont là, aller chercher cette énergie-là ne pollue pas, c'est une énergie renouvelable. Elle vient de la Terre. C'est pas, elle va pas disparaître. Tout le long que la Terre est là, elle va rester là. Donc, c'est très positif à ce niveau-là. La difficulté, c'est qu'il faut aller très profond, ça va avoir une grande quantité d'énergie. Donc ça fait le tour des types d'énergie que je voulais voir avec vous. C'est sûr que je suis allé peut-être un petit peu plus loin que ce qu'on voit dans le cahier en termes d'avantages et d'inconvénients, mais je crois que c'est pertinent d'en parler de cette façon-là, puis c'est plus plaisant. Là. Donc c'est ça.